Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 30 août, c'est l'avant-dernier jour du mois d'août. Et vous savez, normalement, cette période-là, on se dit, les vacances sont terminées, on a eu de bonnes vacances. Hélas, ces vacances n'ont pas été merveilleuses et elles sont loin. La période est loin d'être terminée, puisque vous savez qu'on est encore en confinement colonial, au moins jusqu'à dans encore 2 semaines, et de plus dans une situation assez anxiogène. Et comme je le dis, le canal Community News, c'est une émission justement pour faire baisser un petit peu la tension et la pression, surtout la pression de certaines personnes dans des camps qu'on connaît, qui prennent des positions qu'on ne comprend pas. Mais enfin bon, la peur, peut-être la peur. Alors, aujourd'hui, on va parler du contrôle Covid à la Dacha. Bien sûr, on est toujours dans la philosophie Dacha, tous ces jours-ci, Covid Dacha, Covid routier, contrôle aussi, caravane UGTG, on va en parler. Et puis, vous savez que le préfet, le sous-préfet, tout le monde était sur la route, mais il y a une caravane syndicale qui continue de se déplacer et il y a un mouvement qui est prévu dans les jours qui viennent, préparer les autres, et puis on parlera du don du sang, tout cela dans ce journal. Sinon, nos invités, Patrick Vial-Coulé, qui est le président de la CCIG, on le connaît, on l'a entendu tous ces jours-ci sur les médias, il viendra nous expliquer ce qu'on peut faire pour empêcher que la Guadeloupe économiquement ne disparaisse réellement. A-t-il une solution? Mais résultat, dans une réponse dans un instant. Le maire de Petit-Bout, le nouveau maire de Petit-Bout, c'est plus Guy Losbar, c'est aujourd'hui David Nebor. Eh bien, il viendra parler avec nous comment il gère sa commune, comment il voit le développement de Petit-Bout. C'est important du point de vue politique d'avoir un politique aussi. Et puis, nous aurons 2 syndicalistes du mouvement des pêcheurs, le mouvement SIMPA. La filière pêche est en grande difficulté, comme beaucoup de filières, mais on fera le point avec tous ces gens-là. Dans un instant, restez avec nous. Vous êtes dans le canal Community News. On vous salue en Guadeloupe, en Martinique, en France, tout partout zoyé, à Basté aussi, parce que les gens Basté a dit nous pas oublier yo, ben nous pas oublier les autres, nous les autres, nous les autres bien bonjour. Et on salue tous nos amis qui nous regardent et même ceux qui ne sont pas nos amis. Alors, on commence par le contrôle Covid d'Acha, puisque vous savez, maintenant, il y a des contrôles. La préfecture a décidé de vérifier si les Guadeloupéens sont réellement sérieux dans les dispositions qui sont prises. Et donc, sur les plages, on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentaient ces plages en dehors même des heures prévues. Je vous ai dit la semaine dernière comment le maire de Sainte-Anne avait dû fermer la plage jusqu'à mercredi. Je ne sais pas si ça va se prolonger. Le maire de Saint-François, lui aussi, a réduit la fréquentation de la plage. C'est que de 5h à 11h, certaines plages à Grand-Anse, par exemple, où on va faire son petit footing aussi. Après 11h, il ne faut pas là, puisque c'est Jean-Dame Laravine. On va regarder le reportage d'Olivier Moradel à la Dacha. Une diminution, mais qui est encore trop faible, beaucoup trop faible, pour qu'on puisse relâcher les comportements. Et donc c'est pour ça, on essaye de trouver un équilibre, je dirais, entre ce qui permet de limiter la pandémie, qui en même temps permet quand même à la population de vivre, pas normalement, mais en tous les cas d'avoir quelques agréments, parce qu'on comprend bien des personnes en appartement, des personnes qui ont une pratique sportive, des personnes qui ont des pratiques même thérapeutiques. Il est utile et nécessaire qu'ils puissent venir à la plage le matin, et c'est pour ça que ça a été limité jusqu'à 11h pour permettre à tout le monde justement de ce moment de détente quand même et de respiration, parce que c'est quand même important, parce qu'il y a une pression aussi psychologique avec la peur de la maladie d'ailleurs. Et ce qui est dommage, c'est qu'on arrive ici à la Dacha, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas ça. Et donc en faisant ça, ils ne respectent pas leurs concitoyens, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, et ils ne respectent pas le personnel médical qui chaque jour est en train de travailler d'arrache-pied nuit et jour pour sauver des vies. Et avec leur comportement, ils continuent à diffuser la maladie. Et donc on va être obligé peut-être, je ne sais pas ce que fera le maire du Gosier, mais on voit le maire de Sainte-Anne et de Port-Louis, on est obligé d'interdire complètement, alors qu'il y a des gens qui respectent les règles. Et c'est ça qui est triste. Je pense que c'est beaucoup de publicité, beaucoup de paraître pour montrer aux gens qui sont là, mais en fait, les mesures qu'il fallait prendre, ils ne les prennent pas et voilà, ça retentit sur le peuple. C'est des contrôles sur l'ensemble des plages. Je rappelle qu'à partir de 11h, il est totalement interdit de se trouver sur les plages ou dans l'eau.
Avant 11h, c'est autorisé, mais uniquement pour les activités sportives. Vous avez vu, là, on est arrivé à 11h15. On va faire l'ensemble des plages du secteur. Là, il y avait peut-être une trentaine de personnes sur la plage, donc on a fait des verbalisations pour les personnes qui ne voulaient pas quitter la plage. Là, ça, comme ils mettent en loi, donc on pense que c'est Bouga qui a fait ça, mais en même temps, il y a même une pression dans les yo, et en même temps, il faut nous essayer de comprendre que quand on le fait. Mais ça, ça frustrant, parce que là, tranquillement, quand on dit bien, il mettait juste de 5h à 11h, mais à 4h, peut-être il y a un petit peu d'abus quand même. Bon, peut-être faut nous respecter ça. Mais nous sommes à but, par conséquent, bon, c'est un gens compliqué. Donc, il ne faut pas mettre pression là nous. Quoi. Et moi, je parle en tant qu'ancien bouc ici, donc ça grave, ça qui arrive là. Mais il faut nous trouver un terrain d'entente pour ne pas mettre pression là nous, pour dire, bon, les gars, c'est dès 5h à 11h, mais il ne faut pas mettre pression là ça. Ouais, si nous pression, ça ne peut jamais marcher. Oui, voilà, 5h, 11h, c'est le timing qui a été prévu pour empêcher des regroupements trop importants sur les plages. Et c'est vrai que hier au Gita à Gantance, on peut dire que Téni, bon mon à Gantance hier côté 11h. Est-ce que les gendarmes ont fait le contrôle là-bas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est embêtant, c'est vrai qu'on ne puisse pas profiter au maximum, mais en même temps, il faut lutter contre la propagation du virus. Toujours dans les contrôles, là, cette fois-ci, c'est encore les gendarmes, ils sont un peu partout. Ils ont pas travaillé, actuellement là. Ils n'ont pas en télétravail. Contrôle routier, ils étaient à Capesterre, ils étaient un peu partout. On regarde un deuxième reportage, toujours de contrôle de gendarmerie. Olivier Moradel était sur place, à Morne-à-l'Eau. On espère avoir atteint le pic, c'est-à-dire que maintenant on espère être en diminution. Mais cette diminution, elle n'est obtenue. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a une diminution? C'est parce qu'on a mis en place des mesures de confinement et de couvre-feu depuis le 5 août dernier, qui ont été globalement respectées et qui ont été renforcées le 13 août dernier. Et c'est ça qui nous permet d'éviter les interactions entre nous et d'éviter donc la contagion. Donc c'est important de continuer parce que même si les chiffres ont baissé un petit peu, on est encore à des taux qui sont très élevés. On l'a annoncé hier, on est autour de 1000, taux d'incidence de 1000 cas pour 100 000 habitants. Le seuil de vigilance, celui sur lequel il faut qu'on redescende, c'est 50. Vous voyez qu'entre 50 et 1000, il y a un gap qui est énorme. Et ce gap, on ne l'obtiendra que si on continue les efforts individuels et les efforts collectifs qui sont de... Comme je le dis depuis maintenant 10 jours, c'est rester chez soi. Il faut qu'on reste chez soi, sauf si on a des activités indispensables à effectuer, des courses, si on doit se déplacer pour des rendez-vous particuliers, si on doit avoir son activité professionnelle. Mais le reste du temps, il faut vraiment qu'on reste chez soi. Et au-delà de 19h, le couvre-feu, lui, il est beaucoup plus strict. On n'a vraiment pas le droit de se déplacer. Donc ça, ce sont ces règles qu'il faut absolument respecter. Et quand on doit avoir des activités non indispensables, il faut respecter les gestes barrières, porter son masque et garder la distanciation. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera concrètement. C'est pour ça que le confinement, il va être prolongé. C'est pour ça que c'est globalement respecté et je remercie vraiment toute la population de le faire, mais bon, on a quelques personnes qui sont encore un peu récalcitrantes, qui soit ne veulent pas comprendre, soit refusent carrément de le faire. Donc eh bien, il faut qu'on mette en place des contrôles pour ça. Cet après-midi, là, on a mis un dispositif en place avec à peu près 25 gendarmes sur différents postes de contrôle, les contrôles tant statiques que dynamiques. Et sur les contrôles opérés, en fait, pour l'instant, on est à 11 infractions relevées pour sur le fait que les gens circulent alors qu'ils ne sont pas dans le rayon des 5 km, donc n'ont pas l'autorisation de circuler. De surcroît, on a relevé plusieurs infractions, des défauts de permis, des défauts d'assurance, enfin de nombreuses infractions dans la lutte contre l'insécurité routière. Voilà, on sait tout. Alors, de l'autre côté, l'UGTG et un certain nombre d'organisations syndicales et politiques sont sur le terrain aussi pour protester contre l'obligation du pass, contre l'obligation vaccinale. C'était une caravane au niveau national en Guadeloupe. On regarde un peu ce reportage de Vianney Valverde. C'était samedi. L'UGTG, les organisations LKP, etc. avaient lancé un grand mot d'ordre. A-t-il été suivi? Résultat des courses. Yon, c'est que nous contre l'obligation vaccinale et non pas contre vaccin, pas vaccin, nous contre l'obligation vaccinale, nous contre le pass sanitaire et nous pour la prise en charge précoce des malades du Covid pour faire en sorte qu'ils n'aient pas atterri aux urgences. Et c'est si base de ça que nous avons fait l'entour pour nous parler à peuple là, pour nous informer peuple là et pour nous annoncer peuple là. Comme ces messieurs pas attendre, nous avons organisé nous pour une grève générale qui est faite les jours qui viennent. Donc, puisque aujourd'hui là, c'est un assassinat organisé qui a fait contre le Guadeloupe. Je n'ai jamais manifesté de ma vie, j'ai 62 ans. Mais j'ai toujours pris soin de ma santé. Et je me suis dit non, je ne peux pas laisser n'importe qui jouer avec ma santé. Et j'ai rejoint l'UGTG parce que ce sont les seuls
avec Sentinelle Guadeloupe, avec les gens comme ça que je vois, qui sont sur le terrain et qui bougent, qui font quelque chose pour défendre les Guadeloupéens. Moi, les politiques, c'est fini. Je n'ai plus aucune confiance dans aucun. Le président de la CCI, c'est fini. Je n'ai plus aucune confiance dans les chambres consulaires. Donc voilà, maintenant, j'ai dit, je suis livrée à moi-même. Je vais me défendre comme je peux. Et je rejoins des gens qui vont dans ce sens-là. Cette infection, quand elle est prise très tôt, il n'y a pas de problème. Donc il est inadmissible d'essayer d'empêcher la population de prendre soin de son corps et de se mettre en responsabilité vis-à-vis de son corps et de sa santé. Il n'y a aucune obligation. Mon corps, c'est à moi. Je fais ce que je veux de mon corps. Je vais chez le médecin, me donne un médicament à prendre. Je ne peux pas le prendre, je le prends pas, c'est moi. Pourquoi m'obliger à le prendre? C'est moi. Je fais ce que je fais de mon corps m'appartient. Et donc, nous avons dit, là, plus que jamais, il faut qu'ils mettent en place les prises en charge précoces des malades du Covid et puis ils ne pas atterrir aux urgences. Et ça possible. Nous avons confirmé que ça possible. Et c'est une volonté délibérée à l'État de faire en sorte que les Guadeloupéens n'aient pas bénéficié de traitements préventifs. Alors là, c'est la grosse question de la prévention, mais il faut quand même rappeler qu'en Guadeloupe, depuis des dizaines d'années, la question de la prévention n'a pas été prise en compte par on peut dire les autorités sanitaires, puisque si on a un nombre aussi important de diabétiques, un nombre aussi important de personnes en surpoids ou en obésité, c'est bien parce qu'il y a eu une lacune quelque part, c'est bien parce qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Et ajouter à cela, on vous l'a déjà dit 1000 fois, un hôpital qui n'était pas dans les normes après l'incendie. Donc, qu'on ajoute encore un autre élément, peut-être le manque de prévision, parce que ce qui arrive aujourd'hui, cette pandémie, elle est dans l'air depuis 1 an et demi déjà. Il aurait peut-être fallu que le gouvernement prenne, et les autorités sanitaires ici, prennent les dispositions nécessaires en amont, mais ça n'a pas été fait, donc effectivement ça déboule. Alors bien évidemment il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, certaines personnes vaccinées ou pas vaccinées, c'est pas la question, mais quand on a ce qu'on appelle des comorbidités, effectivement, vous êtes fragilisés et donc ces gens-là, peut-être même là, ils prennent un vaccin, ils pètent vie à eux, et c'est en ce sens qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont perdu la vie. Je crois que le chiffre aujourd'hui a déjà dépassé la 300e et c'est beaucoup trop. Donc les mesures de prévention aujourd'hui, oui, mais il faudra probablement après cette pandémie qu'on repense un peu la question de la prévention et de la santé, parce que c'est une question qui est récurrente aujourd'hui et beaucoup de Guadeloupéens se rendent compte que le système sanitaire en place aujourd'hui, il répond pas à la pandémie, mais il répondait même pas aux besoins et aux nécessités actuelles. Un dernier point sur l'actualité, avant de recevoir dans un instant M. Patrick Vial-Koudé, président de la CCI. La dame qui vient de parler dit qu'en tant que chef d'entreprise, elle ne fait plus confiance à la CCI. Mais, on posera la question tout à l'heure à Patrick Vial-Koudé. Pour l'instant, le don du sang, ça aussi c'est une autre question, puisque le FS fait souvent appel à votre sang, donnez votre sang. Et les réponses ne sont pas toujours ce qu'on souhaite. On regarde ce dernier reportage de Vianney Valverde, il est déjà 12h47, juste avant la pause. Alors nous sommes présents aujourd'hui sur le site de la Maison du Don à Pointe-à-Pitre, voilà, pour mettre en avant l'association US Car Event et le Motor Racing Team. C'est aussi un petit clin d'œil à la sécurité routière, car beaucoup de nos malades sont victimes des dangers de la route et ont besoin de poches de sang à un moment donné dans leur vie. Donc c'est vrai que ces deux associations nous donnent un soutien pour nous aider à augmenter nos réserves en produits sanguins. Je crois que la situation qu'on vit en Guadeloupe, nous devrions être solidaires dans tous les domaines. Que ce soit dans le don du sang, que ce soit dans les soins, que ce soit dans la façon de se comporter, que ce soit la façon de rouler. Nous devrions être un peuple solidaire. Et aujourd'hui, bon, il y a cette situation virale, mais je ne sais pas s'il y a une corrélation entre le sang et le virus, mais nous devrions être solidaires de toutes les façons. Alors notre partenariat, en fait, c'est d'essayer de faire venir donc un maximum de personnes, de façon à ce que les gens puissent patienter tranquillement en visitant nos voitures, et puis prennent un petit peu de bon temps en attendant de donner leur sang.
L'important, c'est pas compliqué, hein, c'est de participer, c'est d'essayer d'être, comment dirais-je, plus en association avec les donneurs, de façon à ce qu'on ait un maximum de sang. On manque énormément de sang en Guadeloupe. Et notre partenariat, lui, eh bien, il est là parce qu'on n'a pas que des accidents de voiture, il y a aussi beaucoup de gens malades et on utilise beaucoup de sang. Je suis venue parce que j'ai entendu dire qu'effectivement aujourd'hui il y avait une manifestation avec des voitures anciennes et que c'était l'occasion en même temps de donner son sang. Je crois qu'en ce moment on a une problématique, donc c'est le moment d'agir et puis c'est Graniri qui a fait sa guérie, donc bon, on y va et puis j'espère qu'on sera beaucoup aujourd'hui et que ça aura l'effet escompté et qu'on pourra effectivement augmenter nos réserves. Donner son sang, il faut savoir que le sang est un produit qui n'est non substituable en fait. C'est que via le corps humain qu'on peut fournir du sang. Donc ça sert à sauver des vies. Il faut savoir qu'avec une poche de sang, on peut sauver 3 vies et en Guadeloupe, il nous en manque cruellement. Donc c'est pour ça que nous faisons régulièrement appel aux donneurs et aux nouveaux donneurs pour pouvoir aider nos malades en Guadeloupe, mais également en Guyane. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette matinée. Il est déjà 12h50. Je rappelle qu'il y a une petite polémique autour de la question du sucre. Vous savez qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, un peu plus, il me semble, la députée de Trois-Rivières, Madame Vainqueur, et le sénateur Lurel avaient posé un amendement, et puis surtout pour la question du sucre dans nos aliments, puisque vous le savez, la question du diabète, c'est une question qui est fortement d'actualité en Guadeloupe, surtout en ce moment, puisque les gens qui sont victimes du diabète sont des gens fragilisés en cas d'infection virale. Et donc le gouvernement français, le ministre de l'économie, a décidé de retarder jusqu'à la fin de l'année la sortie de ce document. Document pourtant qui explique la situation, puisque la situation est la suivante. Dans les yaourts, dans les sodas, etc., tous les produits qui sont vendus dans les dernières colonies françaises, il y a un taux de sucre qui est supérieur à la normale, supérieur de 20 à 30%, quelquefois même 40% de ce qui se fait un peu partout. Et donc, le ministre de l'économie n'a pas jugé utile sortir ce document pour ne pas remettre en cause, justement, la situation actuelle. Et ça, il fallait le dire. Voilà, il est 12h51. On prend la première pause. On se retrouve dans un instant avec Patrick Vielle-Collet, le président de la CCIG. Il sera en direct sur le plateau. À tout de suite. Voilà, il est pratiquement 13h. Je voulais dire, on va recevoir 2 personnalités. Le président de la CCI, Patrick Vielle-Collet, bonjour. Bonjour. Et le tout nouveau maire de Petit-Bourg, monsieur David Nemo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par l'économie. On passera aux politiques tout à l'heure. C'est vrai que la situation économique, je ne sais même pas dire qu'elle est catastrophique. C'est plus que catastrophique. Mais alors, la première question, est-ce que vous avez reçu la lettre de l'OCONU? Ils se moquent de nous ou pas? Alors, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien accueillir. C'est bien. Une bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait, oui, vu le conditionnel, toujours, que cette lettre n'était pas une réponse à notre demande. Ah, d'accord. Non, c'est pas un fait quand même. Non, on m'a pas dit que c'était un fait. Mais après, je me suis un petit peu quand même interpellé la vitesse de réponse du courrier. Et il semblerait, je suis toujours conditionnel, que en fin de compte, on va nous répondre à notre courrier et que cette lettre était une réponse suite à la réunion qui avait eu lieu le lundi précédent. En tout état de cause... C'est très maladroit, en tout cas, ça a été mal perçu ici. Hein. Il y a une chose, non, mais il y a une chose qui est très bien. Ça a fait l'unanimité contre. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Oui, oui. De faire l'unanimité contre soi. Non, je le dis franchement et en toute... je trouve que la fin du courrier est quelque chose qui n'aurait pas dû exister, parce qu'on ne peut pas laisser penser ou imaginer pour les chefs d'entreprise qui sont au combat, pour certains extrêmement démoralisés, que quelque part, ils seraient responsables d'un taux de vaccination qui ne soit pas suffisant, alors que notre rôle n'est pas de concourir à la vaccination. Et en plus, et alors là c'est la double peine, en sachant que le gouvernement sait que pour ce qui nous concerne, la Chambre de commerce et bon nombre de chefs d'entreprise ont toujours milité pour les gestes barrières. Oui. Toujours, depuis le début. On a entendu. On fait des investissements dans leurs entreprises, pour le sens de circulation, les masques,
Enfin, tout a été mis en œuvre et que dès que nous l'avons pu, nous avons encouragé le personnel à se faire vacciner. Donc, nous faire ce procès d'intention, franchement, personnellement, je ne l'ai pas bien pris. Oui, j'imagine. Alors, je sais, M. Vial-Collet, que vous faites une action avec l'ensemble des CCI de la Guadeloupe, sauf Saint-Martin. Alors, Saint-Martin compris. Ça y est, comment oui, Saint-Martin a signé. Oui. Hein, donc alors, c'est quoi exactement ce mouvement? Et d'ailleurs, vous n'êtes pas étranger à cette signature. Ah bon? Non, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger et je crois que pour tout dire, c'est même toi qui m'as dit ça serait bien. Donc on peut le dire, ma foi. Oui, bon, on peut le dire, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Oui. Non. Saint-Martin, il n'y a que Saint-Barth qui n'a pas eu le temps de le faire. Et pourquoi avoir élargi? Mais tout simplement parce qu'en fin de compte, on est dans le même bassin, bassin atlantique, même si... Alors il y a Guadeloupe, Martinique, Guyane. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin. Oui. Et Saint-Barth qui est associé mais qui n'a pas signé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Parce que c'est ça qui est important, au-delà des signatures. On disait, la crise, nous sommes en plein dedans, nous sommes en plein confinement, alors qu'en métropole, et c'est une chance pour l'Hexagone, ils sont apparemment en sortie de crise. Oui. Peu importe la raison, puisqu'il y a des moments où les restaurants sont restés fermés tout le temps, nous on était ouverts ici. Ouais. Il y a eu un décalage, en réalité, de la crise entre ce qui se passait en l'application des dispositions, c'est vrai. Donc on dit, on ne peut pas considérer, alors que nous sommes en confinement, en couvre-feu, avec des motifs impérieux, enfin, l'arsenal de freinage est au bloc, à bloc. Ouais. On ne peut pas considérer qu'on puisse dire, eh bien, on applique des mesures qui sont des mesures de sortie de la crise. Les petites entreprises sont carrément à plat, elles s'en sortent pas, asphyxiées. Et donc, il fallait nécessairement qu'il y ait des adaptations. Alors, la première adaptation qu'il y a eu, c'est sur le mois d'août. On a une petite adaptation, mais on voit bien que fin de confinement, c'est le 19 septembre. On ne va pas déconfiner du jour au lendemain, tout est ouvert. Oui. Le mois de septembre est déjà mort. Oui. Donc, il faut parce que c'est le mois de la rentrée scolaire, etc. Et je pense à tous ceux qui font leur chiffre d'affaires à l'occasion de cette rentrée, qui quelque part aujourd'hui sont fermés, ne peuvent pas le faire. Et donc, il y a un vrai problème avec ces entreprises qui ont du stock et qui ont besoin de vendre, en réalité. Alors, tout à l'heure, dans un reportage précédent, il y a un chef d'entreprise, une dame, qui a dit « Ah non, je ne fais plus confiance à la CCI ni à Vial-Collet ». Que dire? Vous savez, qu'il y ait une méfiance vis-à-vis d'un organisme, en ce moment, il y a une méfiance vis-à-vis de tout. Moi, ce que je peux répondre à cette dame, vraiment, c'est que aussi bien son président que tous les élus, que toutes les personnes dans l'administration de la Chambre de commerce, ça fait 18 mois qu'on travaille essentiellement sur les réponses à la problématique de la Covid. Est-ce qu'on va sauver toutes les entreprises? Non, il faut qu'on soit réaliste. Ils ne sauvent pas tous les humains. Vous voyez qu'il y en a qui meurent malheureusement. Nous n'arrivons pas à sauver toutes les entreprises. Est-ce qu'on a beaucoup fait pour les entreprises? Je crois que même si on peut faire des reproches au gouvernement, le quoi qu'il en coûte a quand même existé et il y a quand même eu des accompagnements pour les entreprises. Qui sont en train de se réduire quand même. Le problème aujourd'hui, c'est que on est passé du quoi qu'il en coûte, probablement pas le moins qu'il en coûte, mais on va vers une période où tout est en train de se réduire. Mais nous, on est en plein dans le confinement. C'est ça notre problème. Donc je réponds à la dame, je comprends son inquiétude. Je suis pas choqué qu'elle dise ça, ma foi. Simplement, je lui dis, c'est pas la réalité. Je peux lui assurer qu'on est véritablement mobilisé tous les jours, la nuit compris, dimanche compris, pour essayer de voir comment on sauve les entreprises. Alors, quelle est la dose d'oxygène qui peut être transmise à nos entreprises en ce moment? En fin de compte, pour faire simple, il y a 3 doses. La première dose, c'était la trésorerie, le PGE, le prêt garanti par l'État. Qui n'était pas ouvert à tout le monde, on le sait, à cause de l'URSSAF. Alors, on va y arriver. C'est là où je pense qu'il y a eu une toute petite incompréhension. C'est ouvert à tout le monde, sauf que c'est quand même validé par des banques qui prennent 10% de risque, 90% étant garantis par l'État. Tout à fait. Donc, il y a eu des refus. Je ne veux pas dire. Mais quand même, c'est près de 700 millions d'euros qui ont été mis
dans le circuit monétaire, puisque c'est de l'argent qui est mis sur les comptes. Il y a des entreprises qui n'en ont pas eu, et il y a eu d'autres instruments. Le prêt rebond. Oui. Ça n'a pas très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Je crois que le président, d'ailleurs, de la région s'en inquiète. Il dit ça ne va pas, ça ne fonctionne pas avec la BPI. Plusieurs raisons. Et on est en train de trouver d'autres outils. Ça, c'est les instruments de trésorerie. Deuxième autre instrument qui était très important et qui prend fin, c'est on n'a pas d'activité, on est fermé, qui paye nos salariés? On a appelé ça l'activité partielle. Oui. Bon. Ça permet aux entreprises de ne pas licencier tout en n'ayant pas la charge de l'emploi. Et puis le troisième dispositif, puisque le premier est un emprunt, le deuxième est un allègement de charges, et le troisième est une indemnisation. C'est ce qu'on a appelé le fonds de solidarité. Oui. C'est-à-dire minimum 1 500 € jusqu'à 10 000 € ou 20% du chiffre d'affaires de référence du mois. Ça peut faire plafonner à 200 000 €, oui, plafonner d'ailleurs à 20% du chiffre d'affaires, et en fin de compte, 40% de l'écart de chiffre d'affaires. Tout ça étant un peu technique, mais le principe, c'est compenser une partie des pertes. Globalement, on compense à peu près la moitié de ce que les entreprises perdent pour les petites entreprises. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a vu qu'en France métropolitaine, les restaurants étaient fermés, mais on ne les entendait pas. Ils n'ont pas qu'à crier trop. Ça veut dire que la compensation permettait, bon an, mal an, de couvrir... De surnager. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a combien d'entreprises? Plus de 13 000, c'est ça? Non, vous avez beaucoup plus que ça. Vous avez plus de 30 000 entreprises. 30 000, 38 000 entreprises. Alors, chambre de commerce, mais il y a chambre de métier aussi. Oui, bien sûr. Alors après, il faut faire... Si vous voulez, dans ces entreprises, on a estimé, c'est un chiffre, qu'à peu près 8 000 sont en danger, ce qui est à peu près 20%, un peu plus de 20%. Ça fait beaucoup, hein. C'est énorme. 8 000, c'est à peu près 8 000 personnes. Non, c'est 30 000 personnes. C'est-à-dire, vous avez 8 000 entreprises dont on estime avant, pendant et la crise, elles sont aujourd'hui en danger. Alors, avant la crise, il y en avait un certain nombre. Oui. D'accord. À peu près 4 000. Oui. On a doublé pendant la crise, c'est-à-dire 8 000. Et la moyenne de salariés de ces entreprises, c'est environ 35 000, soit grosso modo 4 fois 32, 4 personnes par entreprise. Oui. Donc vous vous rendez compte, il y a 35 000 emplois qui sont menacés. Oui. Et nous, ce qu'on est en train de dire au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas se permettre ça. S'il n'y a pas des mesures adaptées de gel de dette, c'est-à-dire gel de dette sociale et fiscale, on n'a pas parlé d'annulation, on parle de gel, et que celle-ci puisse être payée sur une durée beaucoup plus longue, une fois que l'activité redémarre. Si on n'a pas ça, je pense que malheureusement, les entreprises n'arrivent pas à toucher le fonds de solidarité. Elles sont dans une situation où elles ne pourront plus payer leur salaire. Et moi, je vais vous dire ce qui va se passer. La première chose, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de dépôts de bilan pour l'instant, parce qu'il y a eu quand même un peu de, comme on dit, de prêts garantis par l'État, c'est-à-dire d'instruments de trésorerie, de liquidité, compte d'argent sur les comptes. Cet argent, il a disparu pour beaucoup d'entreprises. Et bien, quand on ne pourra plus payer les salaires, c'est-à-dire à la reprise, quand on va commencer, là, ça va commencer à être l'hécatombe. Et si les petits tombent, les gros vont trembler. Mais alors, est-ce que le gouvernement a l'oreille de tout cela? Parce que bon, je sais que le président du MEDEF était à Paris, il rentre demain, je crois. Il vous a donné de bonnes nouvelles? Oui, c'est comme ça que j'ai eu la nouvelle, puisqu'il y a une réunion qui a eu lieu au ministère de l'Outre-mer. Et c'est comme ça que le ministère, le directeur de cabinet bien connu d'ici, il s'agit que notre ancien préfet, Philippe Gustin, a précisé que la réponse n'était pas une réponse à notre demande. C'est comme ça que je l'ai su. Je n'ai pas... D'accord. Bon. Pourquoi? Parce que il est parti du principe que le courrier était parti... Il y a eu un télescopage, c'est-à-dire... Et qu'en réalité, ils allaient répondre en point par point sur l'ensemble de nos demandes, qui sont, je le dis franchement, extrêmement réalistes. Beaucoup d'entreprises voulaient qu'on demande beaucoup plus. Nous avons, un certain nombre d'entre nous, estimé qu'il faut être raisonnable si on veut obtenir des choses. Donc nous estimons que ce que nous avons demandé est très raisonnable. Alors ça veut dire que sur les 35 000 emplois menacés, on pourra en sauver combien globalement? La moitié. La moitié? Oui. Donc il y a au moins 17 000 personnes qui vont rester sur le carreau? Oui. Alors, ça va être chaud, hein? Oui, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud parce que
sur ces 15-17 000, ce qu'il faut se dire, c'est combien retrouveront de l'emploi. Parce qu'à un moment donné, perdre son emploi, ça veut, ou fermer une entreprise, si on en ouvre plus qu'on en ferme, il y a un solde positif. Si on crée plus d'emplois que d'emplois qui sont détruits, il y a un solde positif. Bon. La question aujourd'hui qui va se poser, c'est qu'à mon avis, le solde positif, il ne va pas arriver du jour au lendemain. Parce que quand vous avez un bloc d'emplois comme ça que je cite, que je pense qu'ils vont se perdre sur 2022, hein, ça va être, c'est pas du jour au lendemain, hein, mais je crains le pire. Je vous le dis, hein, je suis pas pessimiste. J'ai souvent fait quelques prévisions dont certains d'ailleurs me disaient oui, comment je fais pour dire ça. Quand j'avais dit que l'épargne allait gonfler, on m'a traité de tous les noms. C'est ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, on aura un problème parce qu'il y a trop d'entreprises qui ne pourront pas joindre les deux. Alors, autre chose, parce que bon, on ne va pas rester uniquement dans la pandémie d'aujourd'hui, est-ce que, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas penser une nouvelle Guadeloupe du point de vue de l'économie? Je pose la question, pourquoi? Parce que du point de vue du tourisme, c'est ce qu'on dit depuis, vous êtes dans le tourisme, vous êtes bien placé pour pouvoir répondre, depuis quelques mois, on dit qu'il faut revoir le tourisme de masse, etc., etc., tourisme durable, mais est-ce que du point de vue économique, compte tenu du fait que bon, il y a beaucoup de travail, de télétravail maintenant, développement du numérique naturellement, du digital, etc., est-ce que la Guadeloupe n'est pas en train de changer de paradigme? La question que vous posez, c'est quel va être l'impact de cette crise qui dure depuis 18 mois sur nos façons de fonctionner et toutes les entreprises qui répondent à une demande des consommateurs. Voilà. C'est ça la vraie question. Sur le tourisme d'affaires, il y aura un impact significatif parce que la plupart des entrepreneurs ont pris l'habitude de moins se déplacer et d'avoir des résultats qui sont assez significatifs sans avoir à prendre l'avion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime qu'un déplacement sur 4 sera annulé. Oui. C'est quand même, c'est énorme, hein, c'est 25% du marché des déplacements liés aux affaires qui sera tout simplement stoppé, arrêté. Pour 2022 Pardon? Pour 2022 ou au-delà? Non, au-delà. Mon avis, même au-delà? Oui, c'est une tendance lourde. Ouais. Par contre, en revanche, ceux qui faisaient des déplacements et qui alliaient le déplacement à un peu de tourisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les déplacements où vous avez une partie où vous travaillez et vous prolongez, ceux-là ne vont pas être touchés parce qu'ils vont toujours rester. Et le tourisme, alors, le déplacement où on va au contact des gens, de la nourriture, de la température, pour prendre le bain, ça, par Zoom, ça ne marche pas bien. Là, vous avez compris, on peut pas prendre des vacances par Zoom, ça ne fonctionne pas. C'est clair. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'on ait véritablement une crainte. En revanche, c'est pas le Covid ou la Covid qui a modifié la consommation. Aujourd'hui, le marché de ce qu'on appelle l'hôtellerie, qui représentait avant 100% des clients qui venaient en vacances, aujourd'hui est passé à 25%. Tout simplement parce que les gens consomment différemment. Mais ça, c'est dans le monde entier qu'on consomme différemment. Il y en a qui vont dans des gîtes, dans des villages, chez des amis, etc. Les choses ont changé. Est-ce pour autant qu'il faut conclure que l'hôtellerie est menacée? Non. Il faut adapter l'offre à la demande. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas dire à quelqu'un qui cherche à se loger dans un hôtel, aller dans un gîte, et vice-versa. Quand quelqu'un est à la recherche d'un gîte, c'est parce qu'il a une attente. Quand quelqu'un veut louer une villa, c'est qu'il a une attente. Et le marché est tel qu'il trouvera son produit. Maintenant, si la destination n'a pas de produit, il ira ailleurs. C'est un peu c'est malheureusement le choix du client qui compte. Et ceux qui veulent éduquer le client, je leur souhaite bon courage. Alors, quand même, je pose la question, puisque vous êtes impacté à ce niveau-là, au niveau du transport aérien. Je sais que beaucoup de transporteurs pensaient beaucoup 2022, ça allait être le moment de la relance au moins. Est-ce qu'il faut encore reculer la date? C'est une bonne question. C'est une bonne question et c'est une question qui risque dont les conséquences risquent d'être majeures pour bon nombre de transporteurs aériens. Je lisais qu'à l'Italia,
Ça y est, c'était fini, hein, ils déposaient... On a Air Antilles qui, même aujourd'hui... C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est autre chose. Il ne faut pas tout mélanger. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les compagnies vont tenir encore à avoir des avions au sol, du personnel qui ne vole pas, des charges fixes Et en fin de compte, quelle va être la durée de la crise et est-ce qu'on va tenir? Alors, vous l'avez compris, en ce qui nous concerne, puisque vous me posez la question pour Concert, nous avons d'ores et déjà estimé qu'il était nécessaire qu'on crée une alliance, une joint venture avec Air Austral, pour diminuer les coûts. Je pense que ça va être le moment où les compagnies vont devoir inventer, créer, réfléchir à de nouveaux modèles, permettant de diminuer un certain nombre de coûts, parce qu'autrement, on ne résistera pas. Et je crois que le terme résister est le terme choisi. Il nous faut résister jusqu'au redémarrage. Pour ma part, je pense que d'ici la fin de l'année, les choses vont commencer à s'éclaircir. Et pour 2022, je pense que nous allons commencer à pouvoir revoler progressivement pour atteindre au milieu de l'année 2022 notre phase de croissance normale. Alors, juste un petit détail, Air Caraïbes a décidé le pass sanitaire pour ses salariés Corsair aussi? C'est pareil, à la différence peut-être que j'ai cru comprendre que Air Caraïbes avait un petit peu plus de mal sur le personnel qui est basé ici, ce qui est quand même, pour une compagnie aérienne, c'est quand même difficile. Mais de toute façon, le pass sanitaire pose des problèmes pour des entreprises qui n'ont pas suffisamment de personnel vacciné. C'est un vrai problème. Je vous le dis, à un moment donné, il va se poser le problème, sommes-nous, entreprises, en capacité d'opérer notre business compte tenu qu'un certain nombre de personnes sont non vaccinées et ne peuvent pas travailler. Donc moi, je milite le repoussement, reporté. C'est dans l'air, ça, hein? Je ne sais pas si c'est dans l'air, mais pourquoi je le dis? C'est pas que je sois contre le pass, hein, soyons clairs. J'ai bien compris. Je suis pour le pass sanitaire. Je dis que lorsqu'on a 30% de personnel ou de la population qui est vaccinée, on a du mal à mettre en place. Et je suis sûr que si le gouvernement français, dans l'Hexagone, avait 30% de vaccinés, ils n'auraient pas mis le pass sanitaire en place. Dernière question. Demain, il y a un appel à la grève générale. Vous êtes au courant? Vos amis de l'UJTG vont vous embêter. Oh, non, mais franchement, cet appel à la grève, je pense qu'il n'est pas bienvenu à ce moment-là. Je le dis comme je le pense. On est dans une situation incroyable, d'une grande difficulté. Et est-ce que la grève est de nature à résoudre des problèmes que l'on connaît? Non. Est-ce que toutes les mobilisations qui ont eu lieu, ceux qui ont fait ces mobilisations n'ont pas pris des risques à un moment donné? Je vois que les premières mobilisations, il n'y avait pas beaucoup de masques. Les deuxièmes, il y en avait un peu plus. Mais là, on est en train de résister à quelque chose, un ennemi invisible, qu'on transporte. Nous, on ne sait pas où il est peut-être d'ailleurs dans cette salle, mais on ne sait pas. Et est-ce que véritablement la réponse à ce problème, c'est de se mobiliser et de faire une grève générale? Mais c'est pas moi, nous ne sommes pas en grève. On aura la réponse la semaine prochaine. On passe à la passe politique avec le nouveau maire de Petit-Bourg. Bonjour David Nebon. Vous arrivez vraiment en période de crise dans une municipalité qui était dirigée par le président du conseil général départemental. Comment est la commune en ce moment? Comment elle vit la crise? Écoutez, bien entendu, nous vivons cette crise avec toutes les peines qui sont générées au sein des familles. C'est d'abord cela. C'est d'abord de la souffrance, des pleurs, des larmes. Nous avons à vivre ça depuis quelques semaines et nous aurons encore à vivre ça les jours qui suivent. Mais bien entendu, ça ne limite en rien notre détermination à poursuivre Petit-Bourg, son développement, son aménagement, faire de sorte que ça soit vraiment un territoire d'accueil. Nous croyons que ce que nous avons fait dans le passé était essentiel pour qu'elle soit autre chose qu'une ville dortoir. Nous avons réussi cette dynamique économique, ce territoire où il fait bon vivre. Maintenant, même dans ces temps de crise, nous restons mobilisés avec une équipe administrative, une équipe de techniciens. Vous êtes en télétravail ou en
présentiel à la mairie? Nos services sont présents. Nous avons mis en place un système de roulement pour éviter trop de présence et trop de contacts. Bien entendu, les services ne reçoivent pas le public en dehors des rendez-vous précis pour des problématiques précises. Et certains agents fragiles sont placés en télétravail. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, quand vous avez pris les rênes de la commune, est-ce que M. Losba vous a laissé une feuille de route ou alors est-ce que vous avez fait votre propre feuille de route? Alors, bien entendu, dès lors qu'un maire est élu dans des conditions pareilles, cette question elle est légitimement posée. Hein. Alors, vous savez, je suis solidaire d'une action qui a été menée depuis 13 ans. Oui. J'ai été un des acteurs principaux de cette action municipale qui est menée. Et bien entendu, je l'ai dit très tôt à l'ensemble de mes collègues, à la fois ceux de la majorité comme ceux de la minorité qui ont souhaité que je sois le maire pour les 5 ans à venir, qu'il s'agissait pour moi de mener une politique dans la suite de cet effort considérable qui a été mené à Petit-Bourg, non seulement pour son développement, mais surtout aussi pour la remise en état des équipements existants. Il faut savoir que Petit-Bourg, c'est quand même une population de 26 000 habitants, avec une certaine rigueur, une certaine demande, une grande attente d'une population. Ce que nous avons dit surtout, c'est que nous mettrons un accent particulier pour favoriser une amélioration de la qualité des services publics qui sont rendus. Donc je reste fidèle à une action qui est menée parce qu'elle a des résultats. Petit-Bourg est devenu ce qu'elle est grâce à cette action-là. Nous restons donc fidèles et nous restons mobilisés pour cela. Mais nous voulons effectivement avoir un accent particulier sur une prise en compte des attentes de nos services de proximité et bien entendu dans une relation qui sera beaucoup plus dans l'écoute de la proximité d'une administration qui a besoin d'une présence politique, besoin d'une présence d'autorité et qui a besoin aussi de ce recadrement que nous voulons pour pouvoir améliorer les services soit, mais surtout assurer une montée en charge en compétences de notre administration municipale. Donc voilà le message que j'ai lancé à l'ensemble du personnel dès lors que j'étais arrivé aux affaires et qu'il s'agissait pour moi de faire le tour des directions, le tour des services, un message qui est bien sûr bien accueilli. Alors, Petit-Bourg a deux problèmes, a eu dans le passé, dans les mois précédents quelques problèmes de sargasses bien sûr, problème aussi des écoles où il manquait de l'eau souvent, des écoles qui ne fonctionnaient pas à cause de la grève, mais pas seulement. Est-ce que ces problèmes pratico-pratiques sont en train d'être résolus? Pour les sargasses, je sais que ça ne dépend pas de vous, mais pour les écoles quand même et pour la distribution de l'eau, il y a quand même des choses à faire. Alors, nous tâchons d'être efficaces à la fois pour les sujets qui relèvent de notre propre responsabilité et même les sujets qui relèvent purement de la nature. Nous tâchons d'être responsables. C'est vrai que pour les problématiques d'eau, nous sommes heureusement accompagnés par à la fois la communauté d'Aglo, le département et la région Guadeloupe pour pouvoir trouver des solutions dites d'attente, puisque nous savons tous que la réhabilitation des réseaux en Guadeloupe n'est pas pour le mois prochain ni la semaine la SMO va être créée dans 2 jours. Le SMO va être créé, mais ça ne va pas régler le problème technique immédiatement. Donc, clair. Il nous appartient, nous, de manière très responsable, d'être efficaces avec d'autres collectivités, à la fois pour mettre des équipements qui vont nous permettre de livrer de l'eau dans nos quartiers qui sont en souffrance, mais aussi d'assurer des équipements qui soient sécurisés sur le plan sanitaire, notamment dans les écoles. Donc l'an dernier, nous avons mené une opération de plus de 1,5 million au niveau de nos écoles, à la fois pour
remettre à niveau les équipements, mais particulièrement pour doter l'ensemble des écoles de Petit-Bourg de citernes sécurisées pour la santé de nos enfants. Mais particulièrement cette année, nous avons renforcé avec la contribution de la communauté d'agglo pour assurer une meilleure sécurisation de l'eau. Alors, il y a un vieux sujet qui a fait beaucoup de polémique à Petit-Bourg, c'est le golf. Où en est-on? Alors, vous savez, le golf de Petit-Bourg... Ça intéresse monsieur Vial-Collet. Absolument, parce que, vous savez, le golf de Petit-Bourg est issu d'une volonté ferme de faire de Petit-Bourg un territoire d'activité, un bassin d'emploi. Ce que nous poursuivons avec les zones d'activité qui sont là et qui sont en pleine dynamique, ce que nous allons poursuivre avec d'autres zones d'activité telles que ce que nous voulons développer à Rougeole sur 18 hectares et dans le centre-bourg pour un développement urbain mixte avec de l'activité économique et aussi de la population qui sera installée sur un périmètre de 26 hectares. Il s'agit aussi pour nous de faire de Petit-Bourg un territoire touristique avec un tourisme qui soit porteur de richesse. Aujourd'hui, la ville de Petit-Bourg, le territoire de Petit-Bourg est le territoire certainement le plus fréquenté de Guadeloupe en matière touristique, parce que ces sites naturels sont attractifs. Oui. Et nous avons des touristes qui n'achètent rien à Petit-Bourg, qui traversent Petit-Bourg, qui passent à Petit-Bourg, qui vont à la rivière à Petit-Bourg, qui vont certainement sur le site de Val-Ambreuse, nos sites majeurs, mais qui ne sont pas porteurs d'une richesse sur notre territoire. Le golfe de Petit-Bourg est issu d'une volonté qui n'était pas uniquement celle de Petit-Bourg. Mais je signale bien que le SAR, le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe, avait bien prévu la mise en place, la mise en œuvre d'un projet de golf, d'un deuxième projet de golf en Guadeloupe, pour que la destination Guadeloupe devienne aussi une destination golfique. Ce qui est important compte tenu du niveau de porte-monnaie des touristes que cela nous procure. Et évidemment, le golfe de Petit-Bourg reste dans son objectif quelque chose d'important, puisque nous sommes conscients que ce n'est pas la fonction publique qui va donner des emplois à nos enfants demain. Nous sommes conscients que c'est le bras tendu entre politique et acteurs économiques qui soient en mesure de permettre à nos enfants de revenir et travailler au pays. Nous avons initié cette opération qui, bien sûr, a été remise en cause dans le cadre du PLU, et là, bien entendu, l'action politique doit toujours être reconsidérée, se remettre en cause. Et évidemment, nous sommes toujours dans la démarche d'un développement touristique à Petit-Bourg, d'un développement d'espaces réservés à l'hébergement touristique et l'hébergement de touristique pour une haute performance, parce que nous visons effectivement des porte-monnaies bien plus élevés que traditionnellement ce que nous recevons sur le territoire de Petit-Bourg. Donc, bien évidemment, nous allons repenser les choses, nous allons associer d'autres hommes et femmes sur notre territoire à l'élaboration de ce grand projet de le golf. Et bien entendu, contrairement à ce qui a été produit, mais peut-être aussi que nous avons fauté en termes de communication, il n'a jamais été question de réaliser un golf à Petit-Bourg sur des espaces agricoles. En sacrifiant des terres agricoles. Ça n'a jamais été. Donc c'est reformaté. Le sujet. Ça n'a jamais été le sujet en réalité. Ça n'a jamais été le sujet. Oui. Mais comme je vous le dis, il s'agira de retravailler avec nos contradicteurs, certainement, les associer à ce dossier-là, pour que toutes les vérités soient dites. Ce qui est important de retenir, c'est cette ferme volonté des élus que nous sommes à Petit-Bourg, en toute responsabilité, de faire de sorte que notre territoire de Petit-Bourg offre de l'emploi à la jeunesse de Petit-Bourg. Alors, juste une petite insiste, je pose la question quand même à Vial-Collet, il est un acteur du tourisme. Un golf à Petit-Bourg, pour vous, ça s'impose? On a toujours Parce que vous avez Saint-François déjà. On a toujours soutenu ce projet. Oui. On estime qu'une destination golfique ne peut pas avoir un golf, que la Guadeloupe mérite mieux qu'un golf, qu'il s'agit de voir après
quels sont ceux qui veulent le faire et où le faire. Je connaissais ce projet. J'avais échangé d'ailleurs avec le président Guy Losbar sur ce projet. Je trouve qu'il a du sens. Il est placé à un endroit qui va permettre à la population de Basse-Terre qui souhaite faire du golf d'être plus en proximité. Mais ça va un petit peu plus loin. C'est que une destination qui a un golf ne peut pas dire je vends la destination du golf. Les gens aiment faire plusieurs parcours. Je ne suis pas golfeur, donc je ne connais pas bien ce sport, mais j'ai cru comprendre que les gens aimaient bien aller dans plusieurs endroits. Et cette clientèle est une clientèle intéressante, parce que ce qui la guide, c'est le golf, et elle a un pouvoir d'achat, et elle dépense en dehors du golf. Donc je crois véritablement, et je suis quasiment sûr, que dans les 10 années à venir, quoi qu'il arrive, il y aura un deuxième golf en Guadeloupe. Mais monsieur Libro, ça signifie que du point de vue hôtelier, de l'accueil hôtelier, il va falloir aussi y penser à Petit-Bourg. Oui, bien sûr, bien évidemment. L'objectif est global. Oui. Il ne s'agit pas pour nous de mettre en place des équipements, il s'agit de mettre en place des conditions pour un développement intégral économique. Donc l'offre touristique doit être en adéquation aussi avec l'offre d'hébergement que la Guadeloupe doit proposer. Le développement de Petit-Bourg n'a pas que seul support le tourisme. Nous sommes aussi dans la défense de nos espaces agricoles, et d'ailleurs l'élaboration du PLU qui est en cours de modification et sur lequel nous mettons en œuvre une concertation avec les différents acteurs. Ce projet de modification de PLU et le PLU que nous avons adopté l'an dernier bien en évidence cette protection et cette défense de la surface agricole sur Petit-Bourg, parce que par l'élaboration de ce document, ce sont plus de 250 hectares de sol avec vocation agricole qui ont été reversés, qui étaient en zone constructive et qui ont été reversés en zone agricole. Nous sommes dans la démarche de la valorisation de l'activité agricole. Nous sommes dans une perspective justement de créer un événement agricole sur le territoire de Petit-Bourg. Nous avons l'ancien président de la Chambre d'agriculture, M. Cancel, qui est un élu aujourd'hui de Petit-Bourg et qui nous accompagne dans cette démarche. Petit-Bourg est un territoire rural qui garde sa vocation rurale, mais qui est dans cette démarche consistant à créer de l'activité, puisque la richesse produit de la richesse. Ça signifie, c'est l'avant-dernière question, que j'arrive à s'étendre jusqu'à Petit-Bourg en passant par Coulin. C'est ce qui est prévu. L'intention n'est pas de créer un Jarry à Petit-Bourg. Petit-Bourg garde son caractère de ville naturelle, d'un poumon vert de la Guadeloupe, d'une ville dans une dynamique économique, mais il ne s'agit pas du tout de bétonner Petit-Bourg. Il s'agit d'en faire un poumon d'activité, un producteur d'emplois, mais vraiment dans la préservation de son environnement. Dernière question. Vous avez repris le fauteuil de M. Losbar. Comment ça se passe avec lui? Il est maintenant simple conseiller municipal. Il a le droit à la parole. Comment ça se passe? Mais M. Guy Losbar est d'abord pour nous le président du département de la Guadeloupe, qui est donc, comme on dit, entre guillemets, une collectivité majeure, qui est là pour nous accompagner dans notre développement, ainsi que la région Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous avons justement le bénéfice d'avoir à la fois une région qui nous est favorable, un département qui nous est favorable, et aussi une communauté d'agglos qui nous est aussi favorable. Je rappelle les difficultés qu'ont vécues les petits bourgeois quand des collectivités supracommunales Au niveau des voiries, par exemple, il y a eu beaucoup de soucis. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure d'être plus efficaces lorsque nous sommes en accord
avec des collectivités majeures. Nous sommes volontaires sur tout ce qui relève de notre compétence. Maintenant, nous sommes dans la discussion et donc M. Guy Losba, en qualité de président du département, est un élu incontournable. Le bon conseil. Oui. Sous lequel nous comptons pour poursuivre notre développement. Merci, M. Legault. Merci, M. Vial-Coulé. Il est déjà 13h36, on a un petit peu débordé. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec les syndicats de pêcheurs parce que la situation des marins pêcheurs est particulièrement difficile pour cette filière. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de poissons dans votre hôtel. Sans poissons, on peut dire que le tourisme, c'est très compliqué. On ne va quand même pas manger de l'importation et du saumon. Tout à fait. Voilà. À tout de suite. Merci d'être venu. Merci. Voilà, vous êtes en direct du canal comme Unity et News. Et on reçoit Thierry Attil. Bonjour. Bonjour. Et on reçoit aussi monsieur Jean-Daniel Barveau. Bonjour. Bonjour. Deux pêcheurs, parce que la filière pêche est en grande difficulté, on le sait, mais il faudrait qu'on le sache un peu mieux. C'est la raison pour laquelle on a invité ces deux personnes. Alors, on commence par un petit peu faire le point. Quelles sont les problématiques aujourd'hui, Jean-Daniel? Déjà, les problématiques que nous avons, la filière est vraiment en difficulté. La vente de poissons, ça reste aux pêcheurs. Ils n'arrivent plus à vendre leurs poissons, pas des restaurants. Pas de vente de poissons parce que le restaurant, il vit avec le pêcheur vit avec le restaurant. Oui. Nous sommes dans une grande difficulté. Les dernières ressources qu'on avait, on avait les marchands. Ils n'arrivent pas à écouler leurs poissons, alors on ne peut pas acheter de poissons. Et le point qui nous bloque totalement, les 5 km, le client particulier ne peut pas venir acheter le poisson. Mais la Guadeloupe consomme beaucoup de poissons extérieurs qu'on trouve dans les supermarchés. Comment expliquer que les Guadeloupéens n'achètent plus de poissons? Moi, je ne comprends pas ça. Nous avons déjà la concurrence de l'importation qui nous pose déjà. Parce que je prends l'exemple, quand on prend la douane en grande quantité, nos concurrents qui font l'importation, ils baissent le prix du poisson. Ouais. C'est déjà un gros blocage pour nous. Ouais. Mais on arrive quand même à vendre le poisson local avec notre client. Le Guadeloupe est un bon consommateur. Ah oui, c'est un bon consommateur de poisson. Je ne me souviens plus du nombre de kilos par an, mais ça peut nous quoi manger. Bon poisson. Mais la crise là, ça n'arrange pas les choses. Ouais. Et parce que le pêcheur, il a plein de complexes. Ouais. Je prends l'exemple, cette année-ci, nous avons dû faire 3 mois d'un courant très fort quand le pêcheur, ils allaient sur les DCP, ils ne prenaient rien. Ouais. C'était de la perte totale et perte de matériel, perte de chiffre d'affaires pour payer le carburant qui était vraiment cher. Oui. Et maintenant, là... mais le mouvement qui a eu lieu il y a quelques mois, quelques semaines, où tout était bloqué, ça a quand même permis de débloquer un certain nombre de choses, non? Oui, ça a pu débloquer parce qu'on se bat toujours avec la SARA qui nous coince toujours. Parce que moi, je parle franchement, ça fait plus de 40 ans qu'on est couillonnés par la SARA. La SARA nous mettait un prix de carburant au prix de l'essence normale et normalement, nous sommes pêcheurs, nous sommes détaxés. Ouais. 40 ans qu'on est couillonnés, on a pu se battre, on est descendu à 0,63 centimes, mais ils parlent déjà pour le 11 que l'essence augmente. Ouais. De 2 à 3 centimes. Mais comme moi je dis... Ils ont payé moins ça. Mais non, 40 ans qu'on couillonner nous, qu'on va vous dire 40 ans nous couillonner, normalement c'est la SARA qui te donne versant l'argent par marin pêcheur. Absolument. Ouais. Et là, franchement, la filière elle est vraiment en difficulté. La crise n'arrange pas les choses. Thierry a-t-il la situation, on vient d'entendre votre confrère, la situation est particulièrement difficile, mais quelles sont les solutions que vous pouvez porter? Les solutions qu'on pourra apporter? Oui. Mais déjà, il faudrait avoir une bonne table ronde avec tous les représentants de la pêche pour permettre qu'on puisse trouver une solution à l'échelle régionale. Alors aujourd'hui, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que la région Guadeloupe a mis en place une commission Mercato qui permet de réunir, en fin de compte, les représentants de la pêche avec la région pour nous permettre de trouver des solutions. Mais les solutions, ils les connaissent. Malheureusement, les mettre en place, c'est autre chose. Et le gros problème aujourd'hui, c'est la coopérative. Il nous faut un lieu pour avoir un prix pour du matériel pas cher, non concurrentiel, et aussi du stockage pour le carburant aujourd'hui, qui est le gros problème, qui est la partie première de nos gros dépenses. Qu'est-ce qui empêche la création d'une coopérative de pêcheurs ici? Alors, je veux carrément dire que qu'est-ce qui empêche? Aujourd'hui, c'est dans les mains de la région.
il faut que la région trouve un foncier, un local disponible avec des cuves ou l'ancienne coopérative qui existait, la Comapega à Bergevin. La Comapega, justement, j'allais vous dire ça. C'est un lieu qui a été déclaré pas conforme. Maintenant, après, ça, c'est pas mon domaine. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on trouve un lieu pour stocker du carburant, pour mettre du matériel en place et pour permettre à l'activité de continuer. Sinon, elle sera non pérenne. Alors, souvent, on parlait du rôle des pêcheurs qui était un petit peu particulier. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça s'est amélioré un peu? Le rôle, les charges. Les charges, oui. Alors, le rôle, c'est un gros problème. Aujourd'hui, il y a des avancées, mais il n'y a pas eu de formation. Et malheureusement, la direction de la mer n'a pas permis à nous, professionnels, d'être encadrés, bien que le comité des pêches existe. Mais malheureusement, beaucoup de pêcheurs sont délaissés, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a plus d'accueil pour permettre aux pêcheurs même de savoir qu'aujourd'hui, que son statut a été modifié et que maintenant que la DSN, il est obligé maintenant de faire tout au niveau Internet. Il y en a qui ne maîtrisent pas l'Internet. Il y en a qui ne savent pas faire de demandes et qui ne sont pas accompagnés, ne sont pas aidés. Je parle pour nos pêcheurs qui sont même en Guadeloupe, pour que Marie-Galante ou à la Désirade ou dans les îles à côté. Ils sont seuls dans leur coin. Les associations des pêcheurs, ils n'ont pas la formation aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est les syndicats qui sont debout pour rappeler qu'il y a un mal. On subit et qu'il faut que la chaîne qu'ils ont mis en place, la machine qu'ils ont mis en place, elle n'est pas adéquate à notre plan géographique. Alors, l'autre question qui se pose, au-delà de formation de licence, enfin de carburant, est-ce que la ressource est suffisante en Guadeloupe aujourd'hui en termes de poissons? Est-ce qu'il y a suffisamment de bancs pour pouvoir aller? Parce que souvent, on a entendu des pêcheurs qui quittaient un petit peu l'espace maritime guadeloupéen, qui se retrouvaient à Antigua, et là, il y avait quelques soucis. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont mieux? Les choses sont compliquées parce qu'aujourd'hui, on réduit nos zones de pêche. Mais oui. Et qui est la cause aujourd'hui? C'est la contamination de nos sols qui fait qu'aujourd'hui que nos rivières, nos mers sont... Toutes les régions où on ne peut pas pêcher. Sont contaminées, à savoir le chlordécone. Toute la région du Sud, ça va de Pointe-Noire à de vieux habitants jusqu'à Goyave. Jusqu'à Goyave. Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, aucune aide compensatoire a été mise en place pour permettre aux pêcheurs de se réintégrer dans notre activité ou faire autre chose. Et il n'y a pas eu de suivi sur ce dossier. Aujourd'hui, on fragilise la pratique de pêche, d'autant plus par des arrêtés qui ne sont pas concertés par la profession même. À savoir, on sait aujourd'hui que le lambi est fermé. Ah oui, justement, j'allais y venir. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il est fermé, mais en contrario... On fait entrer des... la grande chaîne de distribution se permet de se faire un chiffre d'affaires. Après, c'est pas notre niveau, mais c'est au niveau politique. Et quand j'ai posé la question politique, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a la demande. Alors ça veut dire aujourd'hui, comme aujourd'hui, on commence à tolérer la marijuana, soi-disant pour les zones pharmaceutiques, on va dire Paris aussi, on va faire entrer aussi la cocaïne. Et la demande, alors on va autoriser... Voilà, alors il faut au moment être logique avec soi-même. Et les pêcheurs aujourd'hui, ils ont les yeux ouverts, ils sont intelligents, ils ont été formés, ils ont été à l'école, ils ont des capacités, ils ont des brevets, ils sont qualifiés, ils savent ce qu'ils font, ils ont appris à gérer, ils ont appris à faire de la gestion de leur entreprise de pêche. Automatiquement, ils ont des droits et des devoirs. Et ça, pour ça, ils demandent aujourd'hui aux élus, aux États de faire leur devoir. On a eu une campagne électorale où la région aujourd'hui a été réélue, tant mieux, et qu'aujourd'hui on les a permis d'avoir des attentes d'eux pour poursuivre le projet. Maintenant, vous vous rendez compte, aujourd'hui, depuis le mois de mai, on se bat pour que tous les pêcheurs touchent leurs 3 300 € sous l'aide régionale qui est allouée. Alors, au moment, il faut arrêter et il faut aussi essayer de voir si on peut nous aider dans le bon sens. Alors, je lis un communiqué que vous avez sorti. Le secteur de la pêche qui n'a récolté que des miettes à ce jour au regard des subventions versées aux professionnels, hôteliers et grands patronats. Confirmation? Moi, c'est la confirmation. Je prends l'exemple. Avec 3 300 €, moi je dis c'est une semaine de pêche de 2 gars qui vont se DCP de carburant. C'est de la miette. 3 300 €, c'est rien pour un pêcheur. Et on nous a crevé l'œil parce que c'est parti d'un montant et petit à petit ça a chuté jusqu'à 3 300 €. Mais la moitié de la flotte guadeloupéenne n'a rien encore touché. Comment expliquer ça? Comment ça se fait? Moi, de mon point de vue, j'ai mis ça. La politique était
la pêche et l'agriculture, qu'on a été élus, les pêcheurs, on les a oubliés. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Parce que la majorité de la flotte, ils n'ont rien encore touché. Et ce n'est pas logique, parce que c'est une aide soi-disant exceptionnelle. Alors, je vais quand même rappeler que l'aide que le président Chalus a fait pour la pêche, c'est très bien. Mais c'est lui, dans cette réunion plénière, qui a vu la difficulté des marins pêcheurs. Mais notre institution, notre hiérarchie, c'est l'État, c'est le ministère de la Mer. C'est eux qui devaient faire ce boulot-là et qui ne l'ont pas fait. Donc, en gros, on peut que remercier la région Guadeloupe pour avoir fait ce qu'il fait aujourd'hui. C'est vrai que ce ne sera jamais suffisant parce qu'on est dans le besoin. Mais aujourd'hui, toutes les aides européennes, tout ce que aujourd'hui les autres socioprofessionnels bénéficient, on n'a pas accès. Le seul accès qu'on a aujourd'hui, c'est le plan de surcoût. Mais on apprend aujourd'hui qu'il y a des marins pêcheurs qui ont fait ces demandes depuis 2010, 12, 18, 2020, ils ont toujours eu des problèmes. Et pour instruire ces dossiers, c'est compliqué. Parce qu'on vous demande la traçabilité de vos produits. On est une petite entreprise de pêche. On est une micro-entreprise. Donc, en fin de compte, comme le disait, certains qui nous ont accueillis sur ce sujet, ils nous ont dit, on ne remplit pas ces conditions. Et effectivement, ceux qui ont voté ça en Commission européenne ont oublié que c'était pour la Guadeloupe, c'était pour les dom-tom, parce qu'effectivement, ce n'est pas adéquat à notre territoire. Alors du coup, nos dossiers sont lancés et sont retournés à zéro. Alors qu'est-ce qui va se passer ces jours-ci? Moi, à mon avis, déjà le carburant pour le 11, là, on va voir avec la SARA. Il y a des réunions, il y a une réunion qui est prévue normalement le 3. On verra, mais augmentation d'essence, moi je dis totalement blocage. Parce qu'on ne peut pas se faire berner pendant 40 ans. Tous les jours, l'essence augmente sur nous. Je prends l'exemple. Un pêcheur, il va en mer. Un litre d'essence, 1,40 €. Comptez 1,40 € à 300 litres par jour. Regardez le chiffre d'affaires. Le gars, il ne gagne rien. Le poisson ne peut pas l'augmenter parce qu'on a la concurrence du poisson qui est au supermarché. L'importation. On a déjà la concurrence. Le matériel est vachement cher. Parce qu'il n'y a pas de coopérative en Guadeloupe. Ce sont des particuliers. Ils ont le droit de faire le prix qu'ils veulent. Nous, on ne voit pas l'avant. Et on est menacé par l'ENIM, par l'URSSAF, de payer, et nous sommes en crise. Je peux dire... Il n'y a pas eu de moratoire sur ça, à l'URSSAF, sur l'étalement des dettes? Je peux en témoigner. Oui. J'ai reçu une mise en demeure. J'ai reçu une mise en demeure de la dernière échéance de 2020. Pourtant, je suis à jour de mes cotisations 2021. Mais comme il y a eu une passation de cette DSN ENIM URSSAF, nous aurons pensé qu'ils auront peut-être annulé à cause de la crise pandémique. Ils n'ont pas annulé. Pas du tout. Ils font des relances. J'ai plus de 5 relances sans intérêt. Mais j'ai 5 relances. Et il n'y a pas de négociation possible? Aucune négociation, c'est l'État. On ne négocie pas avec l'État. Et l'État, si tu n'es pas solvable, tu sors, tu te mets à côté. Et c'est ça l'État. Aujourd'hui, par rapport au carburant, nous sommes en intersyndical parce qu'on ne peut pas avoir le fin mot sur cette discussion quand même, parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'intersyndical qui décide pour le carburant. Et nous sommes en pleine commission avec eux en ce moment, dont aujourd'hui, mais ça a été reporté pour le vendredi, là, à 10h. Et on pourra avoir enfin, espérons que la SARA va lâcher, ou la distribution va lâcher, parce qu'il faut savoir quand même, il y a 14 centimes de marge sur le distributeur, sur le produit vendu, acheté à la SARA à la base. Et aujourd'hui, déjà, on nous dit déjà d'entrée, ce qui motive notre communiqué de presse, à savoir l'appel à la mobilisation, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit déjà qu'on a été gelé pendant 2 mois et demi, 3 mois, et là, on va être dégelé pour être dans l'augmentation. À partir du 11 septembre, du 2 à 3, du 2 centimes à 3 centimes. Donc en gros, déjà, pour négocier, c'est compliqué. Parce qu'on vous dit déjà, vous serez augmenté. Mais c'est compliqué comme sujet. Mais je dis vraiment, c'est l'intersyndical qui doit prendre une décision sur ce sujet, pour le carburant. Une question générale quand même. Est-ce que, en matière de pêche, vous êtes suffisamment équipé pour la pêche en haute mer, par exemple, en matière d'embarcation, ou est-ce qu'on est encore dans une pêche traditionnelle en Guadeloupe? Alors, la pêche traditionnelle, c'est une pêche artisanale. Et c'est une pêche que nous faisons. Nous sommes de la petite pêche. C'est-à-dire que nous sortons en mer pas plus de 24 heures.
Oui. Au-delà de ça, on change de type de pêche. On a je ne dirais pas une dérogation, mais nos permis, nos formations nous permettent d'aller au large pour faire la pêche sur les zones halieutiques. Vous êtes équipé quand même on est équipé, on répond à toutes les normes qu'on nous exige, à savoir radar pour certains, radio, les formations d'incendie. Ah non, on est vraiment formé, on s'est mis à jour. On a été se former à notre frais. En plus. Pour qu'on ne puisse pas perdre notre métier. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer un pêcheur de filet et un pêcheur qui fait du pélagique, mais ils ont tous les mêmes dépenses. Et comme disait le camarade qui fait particulièrement la zone hauturière, si vous n'avez pas minimum 500 € par sortie, vous ne sortez pas. Alors en gros, il y a tout à revoir, mais il faut bien structurer la discussion pour vraiment répondre à chaque question. Alors, monsieur... vous me disiez tout à l'heure que la pêche dépend de l'agriculture, d'accord? Oui. Alors, est-ce qu'au lycée agricole, on enseigne les techniques de pêche? Non, mais il n'y a pas d'école de pêche en Guadeloupe. Le seul lycée qui propose la pêche, là, maintenant, c'est le lycée de Blanchette. Oui, je sais. Mais si c'est pour le lycée agricole de Bimao... Parce que non, la pêche est sous la chambre d'agriculture. Oui. Mais nous marins-pêcheurs, nous sommes inscrits à la chambre de commerce. C'est la même filière. Mais j'ai entendu M. Vacoulé qui parlait qu'on a droit au PGE, tout ça. Les pêcheurs n'ont aucun droit. Les pêcheurs, nous sommes les oubliés. Et nous sommes inscrits à la Chambre de commerce. Et nous sommes des entreprises pareilles. Et nous n'avons pas toutes ces faveurs. Parce qu'il y a eu des moratoires quand même pour les dettes, les dettes sociales. Alors effectivement, l'URSSAF et particulièrement le SAMPA Guadeloupe CFDT a amené un très gros dossier sur ce sujet. Mes prédécesseurs ont travaillé sur cette question, sur le fait d'apurer la dette URSSAF de la flotte, de la filière, et avec le concours du comité des pêches. Et c'est vrai que ça ne suffit pas parce qu'en fin de compte, la dette, certes, elle a été apurée, mais les problèmes sont toujours là. Parce que le matériel, il est cher. Le produit de base, le carburant, est cher. Le carburant est cher, et les charges sociales sont chères. Et c'est encore pire parce que maintenant, on fait des échéanciers carrément par trimestre non pas sur ce que va gagner le pêcheur, on fait un prévisionnel sur ce qu'il devait payer déjà, sans pour autant il a pêché. Donc aujourd'hui, chaque marin pêcheur, on reçoit un prévisionnel de l'URSSAF qui dit, par rapport à la catégorie de son navire, il doit payer peut-être 3 000 à 4 000 € ou 6 000 €. Mais il n'a pas compris le poisson. Donc en gros, tout est fait à l'envers. Et aujourd'hui, on ne peut que subir. Et c'est pour ça que ce syndicat, particulièrement le SEMPA Guadeloupe, URCFDT, est debout et demande aux marins pêcheurs de se rapprocher de leurs syndicats respectifs pour ceux qui en ont d'autres, parce qu'il y a quand même 3 syndicats, et pour qu'ils aient les informations qu'il faut et pour qu'ils puissent s'en sortir, parce que sinon, si on ne s'assemble pas ensemble pour arriver à quelque chose, on ne va pas y arriver. C'est un secteur quand même qui peut se développer ou pas en Guadeloupe, compte tenu de la conjoncture, compte tenu de la ressource en poisson, etc. Il y a beaucoup d'avenir. Oui, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir dans la pêche. Mais après, comment je veux dire, il y a de l'avenir, mais vu les complexes qu'on nous met maintenant, ça coince un peu. Ça va être difficile pour la relève. Mais il y a de l'avenir dans la pêche. D'accord. Mais il faut la structurer, il faut l'encadrer. Il y a suffisamment de pêcheurs? Comment? Il y a suffisamment de pêcheurs. Est-ce que c'est un métier qui attire? Aujourd'hui, on est quand même plus de 600 entreprises professionnelles, sans compter les matelots et les familles qui y vivent. Et nous avons une jeunesse, même je dirais même derrière moi, parce que je suis quand même, j'estime que je suis moyen jeune, qui sont formés, qui ont fait des études et qui sont prêts à travailler, mais malheureusement, ils n'ont pas accès aux subventions parce que maintenant, c'est des subventions européennes et c'est compliqué. Ils n'ont pas de trésorerie. Mais aujourd'hui, si on vous dit, vous avez le choix entre un poisson frais, pêché localement, et un poisson qui a été 6 mois congelé et qui est arrivé qu'on vous apporte, qu'est-ce que vous allez choisir? Et qui est vendu moins cher en plus, malheureusement. Malheureusement. Et c'est à chaque fois en période de thon, de dorade, en période estivale, où le pêcheur fait une pêche productrice, c'est là que cette grande chaîne de distribution, qu'on va nommer son nom, qui dirige, il assomme, il nous assomme, et il en fait des publicités partout. Et la région donne sa bénédiction parce que il répond au marché. C'est l'importation. Un dernier petit point de détail. Il y a suffisamment de lambi en Guadeloupe pour la Guadeloupe? Alors le problème du lambi, je dirais simplement que le problème du lambi est partie des Saintes.
des îles des Saintes, nos camarades des Saintes, qui ont évoqué un problème chez eux, qu'effectivement, il y a une diminution de l'espèce. D'accord. Mais il y a du lambi. Sur le plateau continental, sur l'est ou sur le sud-ouest, il y a du lambi. Et le lambi, il se déplace. Le lambi de Marie-Galante peut arriver en Guadeloupe. Il ne reste pas là. Et le lambi, il hiberne, il rentre sur le sable. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi des gens, des Guadeloupéens, pour faire du commerce, vont acheter des langoustes à Cuba? Alors ça, c'est une question d'argent, de coût. Et aujourd'hui, si nous, particulièrement, on se bat contre cette pêche clandestine de Saint-Guadeloupe, même au niveau de nos produits, c'est parce que les gens, ils vont au moins cher. Ouais. Ils vont moins cher, et ça se fait encore tous les jours. Mais ça, c'est le travail de l'ADM, de la police des mers, de faire leur boulot. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des produits qui viennent à côté de nous, là. Oui. Et qui sont à côté de nous, sans nommer de nom, et qui sont vendus à grand jour. Oui. À grand jour. Et les gens vont parce que c'est moins cher. C'est encore contrôle. Ben, la langouste, aujourd'hui, elle a 25 € le kilo, la royale. Oui. Quand vous dites que la langouste, à tel endroit, sans nommer de nom, elle est à 12 € ou à 18, posez-vous des questions. Bien sûr. Parce que ceux qui l'ont eu, ces langoustes-là, ils ne payent pas de charge. C'est un trafic. Ouais. Alors ça, c'est le rôle du pêcheur de faire ça? Non, il n'a pas que ça à faire. Il a un métier, il le protège, mais comment? En dénonçant, mais qui va l'écouter? Je pense aussi que chacun aussi doit prendre aussi ses responsabilités. Le premier, vous êtes dans le mouvement? Le mouvement, il est prévu pour le 9, pour la grève générale. Oui. Aujourd'hui, nous en sommes en train encore de négocier avec, pour le carburant. Oui. L'intersyndicale va se prononcer sur la question, mais je pense que la manière que nous avons frappé la première fois, je pense qu'elle sera d'un autre degré, mais plus fort. Nous capons note. Merci en tout cas, messieurs. Merci à Jean-Daniel qui nous a donné beaucoup d'informations, facilité des contacts. Merci. Mais comme je mot à dire, on prend l'exemple. Vous savez que le poisson il fonctionne par zone. C'est le courant qui amène le poisson que l'on habille. Oui. Quand on entend aujourd'hui, il n'y a pas de lambi peut-être au centre. Peut-être on ne l'a pas aujourd'hui. Oui. Mais dans 15 jours, tu vas, tu trouves plein de lambi. C'est pareil, on va sur les DCP. Il y a une période où on ne prend pas le poisson au nord, on le prend au sud. On le prend à l'est, c'est le courant. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une version moment et puis après le flux. On peut dire ces jours-ci, on prend pas mal de thon dans le sud. Au nord, tu vas peut-être prendre 4-2 thons. Mais au sud, ils prennent plein de thons. Et on a le gros problème majeur encore, la sargasse. On a oublié de parler de ça. Ça, c'est un travail encore qui tue le pêcheur. Qui en matériel, qui en pêche. Même en humain, même respirer l'odeur de sargasse sur la mer. En tout cas, merci messieurs d'être venus, mais je vous attends après la négociation avec la SARA, savoir un peu comment les choses vont se mettre en place au niveau du prix du carburant. Et puis, on souhaite que, effectivement, vous avez dit, monsieur Attil, monsieur Barbeau aussi, structurer la filière. C'est ça. Oui. L'avenir, c'est la structuration de la filière. C'est ça. Pour avoir la relève. Oui, pour avoir la relève. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Voilà, il est pratiquement 14h avec 4 minutes. Je rappelle qu'on a fait dans le journal un rappel de ce contrôle à la Dacha, c'était le week-end dernier. Aussi, contrôle routier à Morne-à-l'Eau, on l'a vu, et pas seulement à Morne-à-l'Eau, à Cap-Esther aussi. Et puis, il y avait la caravane GTG qui a commencé samedi, un grand mouvement. Et puis la question du don du sang qui se pose, on a toujours besoin de sang, Madame de Courtemanche, partout sur le terrain. Sinon, on a reçu M. Patrick Vial-Collet, président de la CCIG, qui a fait un petit peu un point sur ce qui va se passer peut-être pour les entreprises. Il a annoncé probablement 17 000 pertes d'emplois dans les mois qui viennent. Ça aide. David Mibor, le maire de Petit-Bois, avec qui on a fait le point sur un petit peu la gestion, puisqu'il a pris la place, il a remplacé M. Losbar. On va peut-être recevoir bientôt. Et puis Thierry Attil et Jean-Daniel Barbeau pour la pêche sont venus faire un point très nécessaire pour cette filière. La réalisation a été assurée par notre ami Kevin. On se retrouve demain à la même heure, à partir de 12h30 pour une nouvelle série de Canal Community News. Merci d'être avec nous. Ciao, bye bye. OK.